plus d'un mois à vous lire un livre. On ne s'est donc pas parlé face à face de cette manière depuis les 3 vidéos sur le Japon. Et là, il y a un petit album qui est sorti là, il y a presque un mois et qu'il faut absolument que je fasse une critique dessus tellement cet album est important. Yo les boys et les girls, c'est Ashibal pour la 15e critique sur cette chaîne. Évidemment, encore un album, mais c'est pas de la K-pop cette fois, c'est la fin d'une trilogie qui a commencé avec After Hours et qui a continué avec Dawn FM. Donc en 2020, en 2022 et donc maintenant en 2025, nous avons le 6e album et le 3 dernier de la trilogie. La trilogie qui, selon beaucoup, est inspirée de la Divine Comédie de Dante, donc où le paradis serait cet album, donc, et qui a commencé en enfer en 2020 et au purgatoire en 2022, bien en 2025. Hurry Up Tomorrow est le paradis, apparemment, et termine la trilogie des 3 derniers albums de ce cher The Weeknd. Je vous ai pas énormément parlé de The Weeknd sur ma chaîne, mais c'est quelqu'un de très important puisque c'est mon artiste solo préféré et mon artiste non coréen préféré et j'en suis très heureux que cet homme soit un Canadien. Et c'est aussi la preuve indiscutable que je ne suis pas raciste puis que c'est un Éthiopien. Mais bref, ça n'a pas rapport. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs aspects de l'album, comme sa très longue liste de chansons, le film qui va arriver, un oubli étrange, les chansons que j'ai ajoutées et qu'est-ce que j'en pense globalement en tant qu'œuvre complète. Quand on prend pas chaque tune de manière solo, parce que ça va être trop long, critiquer comme ça, mais quand on prend l'album en sa totalité, comment je le trouve. Mais avant, j'ai un nouveau film 5 étoiles depuis un certain temps. Et vous savez que pendant la vidéo d'Hiroshima, je vous ai parlé du tombeau des Lucioles. Eh bien, mon nouveau 5 étoiles est aussi un de Isao Takahata. Les 2 seuls 5 étoiles que j'ai vus cette année à date, c'est des Takahata. Et c'est donc son nom le plus connu, c'est-à-dire le conte de la princesse Kaguya, qui est une fable sur un conte du 10e siècle, je crois, oui, et qui est donc un film absolument magnifique sur tous les aspects, et qui, évidemment, et heureusement, est beaucoup moins désespérant que l'autre. Il donne pas envie de se couper les veines. Il y a des moments plus tristes et dramatiques, mais c'est moins grave, c'est moins traumatisant. Donc, 36e film préféré. Donc, je ne peux que recommander celui-là aussi. Surtout, comme je le dis à la fin, littéralement, Takahata sait comment mettre un sourire sur nos lèvres avec un magnifique conte. Et donc, pour tous ceux qui ont encore des effets secondaires de son ancien travail dur, émotionnellement difficile, je peux que recommander celui-là comme un remède. Tout simplement. Donc, ça va de soi. Allez le regarder. J'ai pas mis 5 étoiles, mais je peux aussi vous recommander The Brutalist. Allez voir The Brutalist au cinéma, qui est un film nominé 10 fois aux Oscars, avec Adrien Brody et Guy Pearce. J'ai mis 4,5 et pas 5, mais je peux quand même vous le recommander. C'est une fresque absolument énorme de 3h35 sur un architecte hongrois. Ça a l'air vite de même de pas donner envie, mais je vous jure, vous allez passer un moment formidable devant ça. C'est, pour beaucoup d'aspects, il pourrait gagner des Oscars que ça serait parfait. Donc, pour moi, cette année, les Oscars, le plus de victoires possible pour The Brutalist, pour Conclave, évidemment, et pour Dune 2. Ça va de soi. Donc, The Weeknd nous a sorti un dernier album le 31 janvier et sa tracklist est absolument phénoménalement longue. La longueur de l'album, écouter l'album au complet, prend 1h30 environ. Et c'est rare, hein? 1h24 pour un album, c'est très rare. Mais là, il y a 22 tunes et il y en a au moins la moitié qui sont quasiment des tunes de 5 minutes. Donc c'est quand même plutôt logique que ça soit aussi long. Donc évidemment, vous doutez, je ne me souviens pas de toutes les chansons de l'album. Donc je vais vous les lister maintenant. Donc il y a Wake Me Up avec Justice, Cry For Me. Bon, I Can't Fucking Sing, c'est pas vraiment une tune, c'est juste 12 secondes. Sao Paulo avec Anita.
Until We're Skin and Bones, qui est encore là comme l'autre, c'est juste 22 secondes, fait que c'est pas vraiment une tune. Baptized in Fear, Open Hearts, Opening Night, Reflection Laughing avec Travis Scott et Florence Plus the Machine, Enjoy the Show avec Future, Give It Up to Me, I Can't Wait to Get Hit There, Timeless avec Playboi Carti, Niagara Falls, Take Me Back to LA, Big Sleep avec Giorgio Moroder. Vu qu'il ne veut pas faire de featuring avec Daft Punk pour une troisième fois, il a fait avec Giorgio Moroder qui a fait des tunes avec eux. Give Me Mercy, Drive, The Abyss avec Lana Del Rey, Red Terror, Without a Warning et la chanson éponyme Hurry Up Tomorrow pour conclure le tout. Donc, dans cette liste, disons qu'il y a 20 chansons parce que Until We're Skin and Bones et I Can't Fucking Sing sont des chansons que je ne considère pas des chansons puisque ça dure moins de 30 secondes. C'est plus des transitions entre deux tunes. Donc, on va dire qu'il y a 20 chansons. Hein. Sur les 20 chansons de l'album, j'en ai mis 4. J'ai donc mis Baptized in Fear, Big Sleep, Hurry Up Tomorrow et Open Hearts. Et déjà, il y a un truc qu'il faut qu'on parle sur cet album et qui est très étrange. Il n'y a pas Dancing in the Flame dans l'album alors que c'est sorti l'année dernière et que clairement, le but était que cette chanson soit dans l'album. J'ai entendu plein de théories comme quoi il l'avait pas mis parce qu'il y avait les flux à LA et que la tune s'appelle Dancing in the Flames. Bon, moi je trouve que c'est une raison de con, c'est sûrement pas ça. D'autres disent que la chanson a bidé. Je sais pas si c'est vrai. Si c'est pas vrai, arrêtez de répandre de n'importe quoi, hein, de la merde. Et si c'est vrai, ben je comprends pas pourquoi, parce que la tune est extrêmement bonne. Mais la théorie la plus probable serait que le mood de la chanson fit pas, ça fonctionne pas tout à fait avec l'album. C'est pas complètement faux. Et c'est vrai que 3 de mes 4 tunes que j'ai rajoutées sont des chansons quand même au beat très singulier. Mais et je dis pas que l'autre que j'ai, voilà, Open Hearts, a aussi un beat très singulier. C'est juste que je trouve que c'est ça. Open Hearts et Dancing in the Flames sont des chansons qui ont un mood, une ambiance similaire. Donc je vois pas pourquoi il aurait mis Open Hearts et pas Dancing in the Flame parce que le mood il fit pas. C'est assez ridicule et moi je me suis dit avec ce premier jet-là que ça allait être un album de fou vu qu'on commence avec un banger. Mais je vous préviens tout de suite, même si j'ai mis 4 chansons de l'album, ma chanson préférée reste Dancing in the Flame, même si elle n'est pas dans l'album. Vous voyez, regarde, dans mon top 125, Dancing in the Flame est top 11. Entre Training Season et Apathy. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis. C'est un mystère total. Et c'est sûr que si ça avait été dans l'album, j'aurais encore plus aimé l'album. Mais bon, c'est pas là. Je peux rien y faire. Donc, bon. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'album dans sa globalité? Comme j'ai dit, j'ai juste mis 4 chansons. Ça veut pas dire que les 16 autres ne sont pas bonnes. Ça veut juste dire que je vois pas tant l'intérêt de le mettre dans ma playlist. Peut-être parce que je suis moins accroché à ces tunes-là. Je sais pas trop. Mais ce qui est certain, c'est que l'album en global, qui est 1h24, quand tu l'écoutes one shot, 1h24 de suite, ça te pose dans une ambiance absolument merveilleuse. Et ça, c'est censé être un peu genre la rédemption de l'arc, parce que techniquement, le début, c'est l'enfer, donc c'est The Weeknd qui fait des trucs indignes de Dieu, ou je sais pas trop, en tout cas, ça représente l'enfer. Et dans FM, c'est le purgatoire, et ça s'entend très facilement. Et bon, là, c'est apparemment le paradis, donc le paradis, il prend 1h24 à être expérimenté. Et voilà, quand on écoute l'album, parce que l'album a une ambiance unique en son genre, rien à dire. Si vous écoutez juste une chanson comme ça, ça s'entend pas tant. Mais quand tu écoutes l'album de A à Z, ou plutôt devrais-je dire, quand tu écoutes l'album tout en ordre de Wake Me Up à Hurry Up Tomorrow, quand tu l'écoutes one shot,
C'est une expérience sensorielle, une expérience auditive très unique, très intéressante à vivre, du moins comme tous ses albums. Mais lui particulièrement, et surtout sachant que c'est son dernier album, c'est particulièrement intéressant. Et surtout, vu que c'est le thème du paradis, ça veut dire que depuis l'album After Hours, il y a eu sa rédemption en allant dans le purgatoire. Donc on a une certaine logique narrative avec les 3 albums, et ça, j'apprécie beaucoup. En continuant sur ce qui est des choses narratives, si vous n'êtes pas au courant, en mai, je crois, il va y avoir un film sur l'album qui s'appelle Hurry Up Tomorrow aussi, et qui va être donc un film qui est intimement lié à l'album. Évidemment, The Weeknd va jouer dedans, ça va de soi. Mais il va aussi avoir... bon, il y a pas des acteurs que je connais, il n'y en a pas tant. Bon, si vous les connaissez... Bon, Barry Keoghan, Gabi Barrett. Bon, moi, perso, je sais pas trop c'est qui. Je connais le nom de Charlie D'Amelio. Et évidemment, bon, je connais Jenny Ortega. Ce qui est quand même assez drôle vu que The Weeknd joue avec Wednesday. Bon, voilà. Mais pour l'instant, même Letterboxd n'a pas beaucoup d'informations sur ce que va être le film. Et disons que la bande-annonce en dit pas non plus beaucoup. Est-ce que c'est bon signe? Pour moi, ça pourrait l'être. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Comme ça, ils nous révèlent pas trop. On sait pas qu'est-ce qui va arriver avec l'album. Mais c'est quand même assez mystérieux. Là, c'est écrit... A musician, plagued by insomnia, is pulled into an odyssey with a stranger who begins to unravel the very core of his existence. Donc, un musicien atteint d'insomnie est emmené dans une odyssée avec un étranger qui commence à le faire à lui faire découvrir la source même de son existence. Comme vous voyez, la bande-annonce, le synopsis, il n'y a pas grand-chose qui nous donne des informations sur ce que va être ce film, mais c'est The Weeknd. Et de ce que j'ai vu de la bande-annonce et de ce que j'ai entendu de Idol, ça va être beaucoup mieux que The Idol. The Idol a des très bonnes tunes. Hein? One of the Girls et Popular sont des très bonnes chansons, mais j'ai entendu des critiques et les seules choses bonnes de la série, selon le monde, c'est justement les tunes. Pourquoi? Parce que The Weeknd, c'est avant tout un chanteur et pas un acteur. Mais c'est une série qui sort de nulle part, The Idol, alors que Hurry Up Tomorrow a un lien direct avec son dernier album. Donc moi, je suis convaincu qu'il a fait les efforts avec son équipe et les autres acteurs pour faire quelque chose d'intéressant. Et moi, je suis convaincu que même si le film finit par être moyen, ça va être une expérience tout aussi particulière à vivre que l'album en soi. Parce que l'album, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est une expérience très particulière à écouter au complet. En solo, écouter juste des chansons séparément. Moi, il y a juste 4 chansons qui me satisfassent. Si on compte pas Dancing in the Flame, moi, je toujours considéré que c'était une tune de l'album. Hein, mais bon, il est pas dedans. Quand je l'ai écouté, j'étais assez perturbé. Parce il a sorti 2 autres tunes l'année dernière. Hein. Il a sorti Timeless et Sao Paulo. Et ces chansons-là, ils ont été finalement dans l'album. Hein. Sao Paulo avec son clip qui a absolument aucune crise de sens. Hein, clairement, un trip de drogue qui a mal tourné. En plus, c'est The Weeknd. Fait la drogue, c'est pas non plus étranger au mec. Hein. Il a quand même vécu des choses. Mais voilà. Donc, en général, comment je pourrais conclure cette critique? C'est que je dirais qu'en tant qu'album global, si tu prends les chansons toutes ensemble, c'est au moins un 8,5 sur 10. Mais si on prend l'album si on prend toutes les tunes séparément, je dirais plus que c'est un 7,5. Donc, faites la moyenne que vous voulez. On peut lui donner 8 si vous voulez, mais voilà. Et pour moi, personnellement, j'ai écouté pas mal tous les albums de The Weeknd. Et je trouve personnellement que le meilleur album du mec reste Dawn FM. J'ai 8 chansons de Dawn FM. Et que ce soit séparément, toutes les tunes séparément ou en tant qu'album au complet, mon album préféré de The Weeknd et donc mon préféré de la trilogie reste Dawn FM, qui est très intéressant aussi.
Donc, je vous recommande d'écouter les deux. Bon, c'est ça, c'est plus approprié d'écouter celui-là, mais quand même. Et sinon, dernière chose, à propos de l'album, j'ai entendu comme quoi il y allait avoir un show de ce cher The Weeknd à Montréal. Donc, moi, j'étais extrêmement excité. C'est quand même mon artiste préféré non coréen, non K-pop. Et là, j'ai appris où c'était et j'ai pas mal désisté. Parce que l'endroit, c'est Parc Jean-Drapeau, si je dis pas n'importe quoi. Et ça, c'est une salle de spectacle extérieure où il faut que tu arrives le plus tôt possible. Il faut que tu arrives à une place précise puis que tu restes pendant toute la durée du show. Donc, tu vas pas aller chercher de la bouffe, tu t'en vas pas aux toilettes, tu fais rien, tu restes là, tu mets une couche, tu achètes tout avant. Moi, perso, je trouve que c'est galère pour rien. Et ma mère et moi, est-ce qu'on va vraiment tenir 5 heures debout? Peut-être pas. Donc ça me fait chier. Je pense pas que je vais pouvoir y aller, même si ça aurait été une expérience unique en son genre. Je suis sûr que ça va être absolument merveilleux. Mais voilà. Ainsi soit-il. Donc voilà la critique de Hurry Up Tomorrow de The Weeknd. Hein. Allez évidemment écouter l'album. Si vous voulez aller l'acheter, hein, il y a plusieurs versions. Si vous allez au quartier, je vais dire 10-30, bon, quoique peut-être 10-30 aussi, mais le quartier à Saint-Bruno, il ressemble à ça, l'album. Donc, c'est tout simplement The Weeknd, comme à chaque fois. À chaque fois, c'est The Weeknd que son affiche, c'est pas autre chose. Et ça va être sûrement aux devantures parce que c'est un album qui est sorti il y a moins d'un mois. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Personnellement, je vous conseille de vraiment écouter l'album au complet. L'expérience de l'album au complet est très intéressante. Je ne peux que vous recommander. Si vous avez des coups de cœur comme ça, moi, en tant que... Si on prend de manière solo, c'est ça, moi, j'ai 4 coups de cœur, si on ne compte pas celle qui a été dégagée, justement. Il y a des tunes qui, séparément, sont aussi très, très bonnes, mais je vous recommande quand même plus d'écouter l'album au complet, one shot. C'est 1h24, c'est long, mais c'est justement The Weeknd nous a cook quelque chose qui, pour moi, même s'il n'est pas aussi bon que dans l'FM, est une excellente conclusion de à la trilogie commencée avec After Hours, mais surtout est une excellente conclusion au personnage, à l'artiste The Weeknd. Si vous n'avez pas entendu parler, c'est son dernier album en tant que The Weeknd. Je ne sais pas s'il va continuer en tant que juste Abel Makonnen-Tesfaye ou s'il va prendre un autre pseudo et commencer une nouvelle histoire avec un nouveau personnage, ce qui pourrait être très intéressant parce que j'ai jamais vu ça pour un autre artiste. Un artiste qui finit une carrière sous un nom et qui en commence une autre avec un autre nom. À voir, à suivre. Là, 2025, il va conclure l'arc qui a commencé en 2015 avec, moi, c'est pas Beauty, Beyond the Madness, il y a un album avant, mais les chansons les plus vieilles de The Weeknd sont peut-être de 10, 12 ans. Donc, cette année, il va conclure l'arc de Weeknd en 2025 et à voir qu'à partir de 2026, The Weeknd ou Abel Makonnen-Tesfaye ou que sais-je quel autre nom va-t-il prendre, qu'est-ce qui va nous cook après The Weeknd? Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup parce que je me suis dit, l'album, est-ce que c'est la fin de l'art? Est-ce que c'est la fin de sa carrière? Le gars, il a 35 ans. Il a eu 35 ans à la mi-février. C'est pas très vieux pour terminer une carrière. Mais non, c'est pas écrit que c'est son dernier album, mais c'est son dernier album en tant que The Weeknd. Donc, je suis très intrigué de savoir la suite de la carrière de ce cher Abel Makonnen-Tesfaye. Donc, merci d'avoir écouté cette 15e critique. Au final, note globale, c'est ça. En tant qu'album, je dirais que c'est un 9 sur 10. Mais si on prend chaque chanson ensemble, c'est plus un 7,5. Donc, faites la moyenne. 7,5 plus 9, ça fait 16,5. 16,5 divisé par 2. Donc, je donne 8,25. 8,25 sur 10, c'est ma note finale. Point. Donc, la semaine prochaine, je vais faire la critique d'un album qui va sortir demain. Le nouvel album de G-Dragon de Big Bang, donc Übermensch. Et dans 2 semaines, la critique de Amortage, Alter Ego et Ruby, les 3 albums de Jisoo
Lisa et Jenny, tout ensemble. Et après, freestyle, on va voir ce qui va arriver en temps et en heure. Mais les 2 prochaines vidéos, c'est aussi des critiques d'albums. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que vous avez aimé ce retour aux sources, ce retour aux critiques. Et tout simplement à la semaine prochaine pour un album qui, avec ses premières chansons, m'a déjà surpris. Et le fait que ce soit un album avec un titre allemand, un terrain inspiré de Nietzsche, Übermensch, ça m'intrigue encore plus. Et je suis sûr qu'on va finir avec un album très déjanté. Donc j'ai très hâte de vous en faire une critique. À la semaine prochaine pour découvrir cela.